c'est parti. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a volé la bouteille d'eau. J'aimerais bien la récupérer. Ah, tu veux. Ah, c'était un piège. Ok. Donc rebonsoir à tous, je suis Xavier Lalat, je passe chez Intel. Donc notre plus gros site en France c'est Intel, c'est à Toulouse, mais je viens pas de Toulouse, je bosse à Paris. Donc, mais il y a quelques collègues de Toulouse, Intel Toulouse qui sont là. Donc je vais vous présenter ce qu'on fait autour d'Android en tant qu'Intel. N'hésitez pas à m'interrompre, parce que j'ai refait cette conf plein de fois, du coup au moins ça me change. Et j'ai quelques goodies, mais j'en ai vraiment pas beaucoup. Donc les meilleures questions prendront les goodies. En général, ça aide. Donc Android sur les plateformes Intel. Bon, on a des devices sur le marché qui existent depuis un bout de temps. Ce qu'il faut savoir sur ces devices, parce que bon, des fois les gens ont peur, ouais mais toutes les applis actuelles c'est codé pour ARM, est-ce que ça va marcher, etc. Bon, voici la slide qui résume tout. Déjà, pour les apps Android qui ont été faites en Java qui utilisent Dalvik, bon, c'est un peu évident en fait, mais tout tourne, autant que sur n'importe quel device. Comme avec chaque OEM, on peut avoir des bugs introduits par rapport à la plateforme, mais bon, c'est cool. Bon. En plus, ça m'est vraiment jamais arrivé. Ouais, je vois le temps. Bon, en Miracast, on ne peut pas voler une connexion, donc je ne vais pas vous dire ouais, c'est vous, c'est votre faute, c'est la mienne. Ah, c'est une question que je me pose. J'expliquerai après, ouais, mais c'est vrai. C'est une question qu'on peut se poser parce qu'avec AirPlay, on peut voler la connexion. Et là, à part pourrir je sais pas, lancer un micro-ondes, envoyer plein de trucs sur le 2.4 GHz, normalement, c'est censé tenir. Mais je sens que ça va bientôt se finir en câble. Voilà. Bon, on renvoie. Donc pour les apps Dalvik, il n'y a aucun souci, tout est censé tourner. Pour les applications avec du code natif ARM, il n'y a pas de souci, c'est censé tourner. En fait, on a une couche d'émulation qui permet de faire la traduction au runtime des instructions ARM vers x86. Alors quand je dis il n'y a pas de souci, ça tourne, bon, c'est quand même un truc un petit peu magique de faire cette traduction au runtime. Donc il y a quand même un petit hit au niveau de la performance et de l'autonomie. Mais c'est toujours mieux de recompiler ces librairies pour x86, et auquel cas, le NDK a déjà intégré la toolchain x86 depuis 2011, avant même qu'il y ait des devices Intel sur le marché. Donc c'est pas un truc inaccessible non plus de donner des versions x86 des libres. Donc une app qui va passer par cette couche d'émulation, donc ça va être une app NDK. Tout le monde n'a pas forcément la même définition ou même la même connaissance de ce qu'est une app NDK. Pour nous, c'est une app qui va utiliser des fichiers .so qui sont inclus dans l'app. En général, on les trouve dans libs et un nom de dossier qui correspond au nom de l'architecture CPU utilisée. Déjà, dans la salle, qui pense avoir une app NDK? Waouh! Eh ben, il y a une partie de mon talk qui va être super rapide. Donc, en général, déjà si vous faites du C++ dans votre app, bon, c'est clair que vous utilisez le NDK. Et après, si vous utilisez certaines libs externes, comme on va dire AllJoined, libgdx, le SPN SDK par exemple, tous ces SDK, ils viennent aussi avec des .so qui vont arriver dans libs. Est-ce qu'il y en a qui viennent de découvrir qu'ils avaient une app NDK? Bon, il y a beaucoup plus de libs qui au final donnent des .so dans l'app. Donc dans ces cas-là, c'est important parce que ça veut dire que votre app dépend de l'architecture CPU sur laquelle elle va tourner. Donc c'est important de savoir ça. Et du coup, d'y faire un peu attention. Donc je vais revenir sur un petit peu Intel en général, ce qu'on fait autour d'Android. Donc il y a ceci pour déjà, on est un des plus gros contributeurs à la OSP, donc à l'Android Open Source Platform. On n'a pas un vieux patch 86 qu'on garde juste pour nous. Bon, il y a des parties qu'on garde quand même, juste pour nous. Mais le plus gros du truc est quand même réintégré à la OSP. Et aussi, globalement, on est un des 3 plus gros contributeurs au kernel Linux.
Donc pour une boîte qui fait que du hardware, c'est pas mal. Donc au final, en termes de nombre d'ingénieurs qui bossent sur Android chez Intel, à l'heure actuelle, il y en a environ 1000. Ce qui fait peut-être plus que chez Google. Ça je n'ai pas les chiffres. Après, on travaille avec tous les fabricants pour optimiser les drivers et firmware pour les plateformes finales. On a tuné la runtime d'Alvik. Ah, aussi un truc que tu n'as pas présenté dans le kit 4, et la 4.4, c'est la présence d'une nouvelle runtime. Alors, ouais, on m'a posé la question, je n'ai pas voulu le mettre, parce que comme c'est absolument pas documenté, je suis incapable de dire les risques que ça impacte, même s'il y a beaucoup de tests qui donnent de très bons résultats en termes de performance et très peu d'instabilité. C'est volontairement pas documenté par Google pour l'instant, donc j'ai pas voulu le mettre dans les trucs à se jeter dedans. Déjà qu'il y en a plein qui sont... Ouais, c'est vrai. Enfin, si vous êtes quand même un peu curieux, parce que bon, c'est un petit peu en bêta, et donc ça vient d'apparaître avec la 4.4. Vous avez la présence d'une nouvelle JVM qui, elle, fait de la compilation plutôt que just in time, comme la Dalvik, va faire de la compilation ahead of time. Donc quand vous switchez sur votre Nexus 5 par exemple de Dalvik Runtime à ART, ça va recompiler vos apps pour du code natif. De même manière que ça aurait été fait pendant du JIT, sauf que là, c'est seulement pendant le switch de ART, et pendant que vous installez une nouvelle app. Donc bon, potentiellement ça veut donner plus de performance, etc. Mais comme c'est un truc un petit peu tout nouveau et que dans le monde des JVM, c'est assez innovant, donc c'est pour ça que Julien n'en a pas parlé. Parce qu'on ne sait pas encore un truc qui va être dans les mains des utilisateurs tout de suite. Donc on travaille aussi de manière générale sur le portage et l'optimisation de grosses applis. Donc dans le cas contraire, on a toujours notre NDK App Bridging Technology, donc la couche qui va permettre d'exécuter du code ARM sur nos plateformes x86. Et on travaille aussi au support du 64 bits, puisque nos prochaines plateformes mobiles, comme celle que j'ai dans les mains, supportent déjà le 64 bits. Et donc ça, on a fait la démonstration de Android qui tourne sur 64 bits, on l'a fait mardi dernier. C'est déjà sympa. Donc on a pas mal de devices sur le marché au final, déjà. Donc j'en ai fait un petit listing, donc ça c'est les 10 minutes sponsors. Donc en juin 2012, il y avait déjà le Orange avec Intel Inside. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être déjà vu ce téléphone. La campagne pub était sympa. On est filmé. Je vais rien dire d'autre. Elle était sympa. Je vous invite à la voir sur YouTube. Après, en septembre 2012, en France, toujours, il y avait le Razer I. Donc, au niveau des architectures CPU, à l'époque, c'était du double cœur avec du simple cœur, pardon, avec hyperthreading. Donc, au niveau de la fréquence, c'était du 1.6 GHz pour le Orange. Quand on arrivait au Motorola, c'était 2 GHz, toujours single core et avec hyperthreading, donc 2 cœurs virtuels. Et au niveau des perfs, honnêtement, on était vraiment comparable à des solutions réellement double cœur, avec 2 vrais cœurs. Donc ça, c'était pour la France. On a quand même attaqué d'autres marchés. Hein. C'est marrant de commencer par la France et UK pour une boîte américaine. Mais donc, le premier téléphone, c'est vraiment avec Orange. Il y a eu la même plateforme qui a été lancée en Inde avec le Xolo, en Russie chez Megaphone, en Asie avec Lenovo. Et celui-ci était aussi en France, sauf que vous l'avez peut-être vu sous un autre nom, c'était le SFR Player Addict. En 2013, toujours dans les smartphones, on s'est pas mal étendu. Donc, on a repris notre plateforme précédente, mais on a fait une version plus basse consommation à 1.2 GHz, plus basse performance aussi, mais qui est quand même assez correcte. Et on a fait donc c'était pour les marchés émergents, donc le Kenya, l'Égypte, la Thaïlande. Donc celui du Kenya, il s'appelle le Intel YOLO. Ça ne s'invente pas. Je travaille pas au branding, vous ne voyez pas de tomates. Et surtout maintenant on a une nouvelle architecture donc, qui reprend la précédente, mais plutôt qu'être en single core, là on est en vrai double cœur avec hyperthreading. Et on le retrouve donc dans le Asus PhonePad Note qui n'est pas encore sorti mais qui va pas tarder. Qui est un équivalent un petit peu Galaxy Mega, Galaxy Note, mais chez Asus, en 6 pouces. On l'a sur le Lenovo K900.
qui est un téléphone qui est sorti en avril dernier en Asie et que j'utilise, donc vous pourrez le tester après. Donc, ouais, c'est un écran Full HD, donc c'est du XX HDPI déjà, mais vu que c'est 5 pouces et demi, c'est un petit peu moins de DPI que sur Nexus 5, forcément. Mais bon, en même temps, ça suffit, on va dire. En Asie, c'est Kobe Bryant qui fait la pub pour ça, donc ça va, au niveau de la taille, c'est moins ridicule que moi. Mais honnêtement, c'est assez agréable d'utiliser ça en taille. Donc après, chez ZTE, il y a aussi cette plateforme, le ZTE Geek, qui est pareil en Asie, donc 5 pouces, qui utilise aussi le ColorTrade Plus à une fréquence de 2 GHz pour ces téléphones. Donc dernière slide matérielle sur ce qui est dans le commerce. Donc là, plus au niveau tablette. Donc les tablettes, c'est vraiment arrivé qu'en 2013, aux alentours de juillet. Donc tu as Asus qui fait une version, donc, que j'ai ici. Donc 10 pouces avec 1920 par 1200 pixels de résolution. Il y a aussi la Asus Phone Pad 7 qui est une tablette mais avec fonctionnalité téléphone. Donc elle est sortie un petit peu avant avec la plateforme qui était pour les marchés émergents. Donc, comme quoi on peut quand même faire une tablette 7 pouces avec même notre plateforme la moins performante, qui au final est déjà pas mal. Et ils la ressortent avec la même plateforme que les autres tablettes. Et donc il y a aussi, même Samsung a aussi une tablette qui utilise les processeurs Intel. Alors j'avoue, si vous regardez la fiche technique, vous serez incapable de savoir que c'est dedans. Mais bon, vous pouvez tester par vous-même, c'est vraiment du Intel dessous. C'est pour la Galaxy Tab 3 et le modèle 10.1 pouces. Donc, la 10.1 pouces est toujours Intel, donc avec la version double cœur avec Hyper-Threading. Et il y a maintenant une version LTE aussi qui est en train de sortir, et le modem LTE est aussi fait par Intel. Donc, un dernier modèle qui vient de sortir aussi, c'est la Dell Venue 7. Là, je l'ai là. Donc, même plateforme encore, et là aux US, elle est à 150$. Et au niveau performance, vous pourrez tester par vous-même. Ouais, 150$ pour une 7 pouces. Il y aura moyen de tester pendant le pot tout à l'heure ? Ah ouais, bien sûr. Ouais. Avant de toucher les pizzas, ou alors il faut se laver les mains. Ouais, au niveau des prix, donc la Asus et la Samsung sont aux alentours de 300€. Et donc après, vers le futur, du coup, il y a notre prochaine architecture donc, qui a deux noms de code, un pour les tablettes et un pour les smartphones. Donc Byte Rail pour les tablettes et Merrifield pour les smartphones. C'est ce qui va arriver dans les devices consumer en début de l'année prochaine. Donc là, ceci par exemple, c'est une tablette Byte Rail, mais elle tourne sous Windows. Donc sous Windows, c'est déjà sorti. Là, vous voyez un format 8 pouces. Ça fait tourner Windows 8.1 et au niveau performance, c'est bien. J'ai pas le droit de dire de chiffres et tout parce que les benchmarks c'est super encadré, mais vous pourrez tester par vous-même. Enfin, vraiment là, c'est vraiment un PC quoi. Ouais. D'ailleurs, une question par rapport à ça, le lien avec les PC. On est sur les plateformes pour PC. C'est mergé ou pas encore? Bah justement, ouais, avec Byte Rail, c'est mergé quoi. Là, c'est la même plateforme qui peut faire tourner du Windows ou dans Android, au sens de la plateforme. Si on veut du dual boot, ça, c'est pas encore là, c'est un autre débat. Et d'ailleurs, sur ces modèles-là, le bootloader est totalement déverrouillé. Vous pouvez faire booter n'importe quoi tant que vous avez un bootloader UEFI 32 bits. Donc, vous pouvez faire booter pas mal de trucs. Au niveau des performances, etc., ça va utiliser notre dernier process de gravure en 22 nanos, donc qui est ce qui se fait de plus fin au niveau de l'industrie du semi-conducteur. Et au niveau de l'architecture même interne au microprocesseur, on promet environ 3 fois plus de performance en pointe que les anciens devices, voire 5 fois moins de consommation si on tourne au même niveau de performance que les anciens devices. Donc 3 fois, 5 fois, c'est quand même un gros saut. Donc là, cette tablette en Windows 8.1, elle tient entre 7h30 en faisant le bourrin jusqu'à 11h en étant correct. Donc ce qui est pas mal quoi. Pour un PC qui fait 8 pouces et moins de 400 grammes,
c'est correct. Donc bon, on a des super devices. La question, si vous avez des apps NDK, mais bon, vous en avez pas, donc je me suis un peu planté, c'est comment ajouter le support de x86 dans vos apps NDK. Bah, du coup, je vais vous faire la version courte. Si vous utilisez la toolchain NDK, donc vous utilisez NDK Build ou vous utilisez depuis Eclipse, en fait, il n'y a qu'un seul truc à faire pour commencer, c'est tuner la variable app_abi. Donc cette variable-là, vous pouvez la passer en ligne de commande à NDK Build ou la poser dans JNI application.mk, qui est un des makefiles Android, à ne pas confondre avec android.mk, qui est le makefile principal de votre app. Et donc si vous le passez à all, quand vous appelez NDK Build, ça va builder votre app pour toutes les architectures supportées par le NDK. On n'est pas sectaire chez nous. Donc ça buildera pour ARM v7, v5, x86 et ainsi que MIPS. Donc bah ça c'est le cas si vous avez tout votre code source bien sûr. Si vous utilisez des libs externes, là il faut voir avec les libs externes, s'intégrer avec les toolchains. En général c'est juste un problème de corriger les toolchains parce que souvent elles ont été faites à l'arrache. Pour être correct. Donc une fois que vous avez toutes vos libs, je retourne en arrière, elles sont générées donc dans le dossier libs de votre app, avec dans un sous-dossier qui porte le nom de l'architecture qui est ciblée. Donc ARM V7, ARM ABI V7A, ARM ABI, etc. Parce que par défaut, AppABI, il va être mis sur ARM ABI, en fait. Donc si vous n'utilisez pas cette variable, ça va compiler uniquement pour ARM ABI, par défaut. Oui, c'est dommage. Donc vous avez toutes vos libs qui ont été mises dans vos fichiers, dans vos dossiers en dessous de libs. Donc si vous packagez ça sous forme d'un APK, bah, vous avez toutes les libs dans votre APK. Et donc vous envoyez tout ça sur le store, et puis après l'utilisateur il télécharge, il prend l'APK avec toutes les libs, y compris celles qui ne sont pas utiles à sa plateforme. Et c'est seulement à l'installation que les libs inutiles ne sont pas installées. Donc bon, en général ça ne pose pas trop de problèmes si vous avez votre code natif, du coup ça multiplie la taille de vos libs, mais la partie native de votre app, c'est pas forcément un poids énorme, sauf si vous commencez à inclure des assets, de la donnée directement dans votre .so. Là vous multipliez vraiment les données et donc ça peut devenir embêtant. Donc pour ça vous pouvez avoir besoin d'aller sur du multiple APKs, donc d'avoir un APK par architecture supportée. Donc c'est le même système que si vous voulez avoir une version de votre app qui va être en Target API 19. Et donc c'est supporté par le store. Vous pouvez avoir plusieurs APK pour votre application sur le store sans avoir plusieurs applications sur le store. Parce que sinon c'est un peu la misère. Là non, vous avez tous les mêmes reviews des utilisateurs, etc. Donc pour le faire, pour avoir plusieurs APK, il faut que vous alliez dans votre console développeur et que vous envoyiez différents APK avec différents version code numbers dans votre Android manifest et un support différent. Donc soit un API level différent, soit le support d'architecture CPU différent, etc. Et donc, quand l'utilisateur va sur le store, il va pouvoir télécharger un seul APK qui va être choisi automatiquement par le Play Store. Ça va être l'APK compatible avec le device qui a le plus gros version code. Donc avec les devices là qui sont Android x86, on va télécharger les deux. Bah non. Compatible. Donc ouais, compatible, mais il prend seulement celui avec le plus gros version code. Donc c'est ça, oui. Pour les devices x86, potentiellement il est compatible avec les APK ARM et les APK x86. Et donc le store va seulement envoyer l'APK ARM ou x86 qui a le plus gros version code. C'est pas le Play Store qui va faire le choix x86 c'est mieux parce que la plateforme est x86. En fait, si on regarde dans les properties du... je parle trop anglais. Si on regarde dans les propriétés du périphérique, vous allez voir, ça sera marqué, donc vous faites un get properties et ça va être reproduct CPU ABI 1 égale x86, ABI 2 égale ARM EABI V7A. Donc il n'y a pas de notion de préférence. Ça pourrait être 1, 2, etc. mais c'est pas le cas, il n'y a pas vraiment de normes. Donc il n'y a pas de choix comme ça par défaut. Et de toute façon, vu qu'il y a un système de multiple APKs pour d'autres critères, au final c'est consistant de faire de cette manière. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'APK x86 doit avoir un version code plus gros. C'est pas un problème d'ego de notre part de proposer ça, c'est juste que c'est comme ça.
Et donc au niveau des autres critères, vous avez l'API level, le screen size aussi, si vous voulez avoir un APK différent pour tablette et pour téléphone. Et donc la manière la plus simple pour avoir le plus gros le plus gros version code pour la version x86, c'est de préfixer votre version code naturel par un digit qui va représenter l'ABI. Donc avec un plus gros digit pour x86 que pour ARM. Bon, on a mis 2 pour un V7, on va peut-être pu mettre plus. De toute façon, ça change absolument rien, tant qu'il est inférieur à celui de x86. Donc j'ai fait un petit récapitulatif du support des libs par rapport à x86. En général, ça y est, ou c'est pas loin. Donc là, j'ai mis les plus utilisés, donc c'est le plus utilisé par des devs qui font des applis qui au final utilisent des libs natives. Donc il y a quelques moteurs de jeu qui supportent, comme Marmalade. Après, il y a quelques gros moteurs de jeu qui ne supportent pas. Donc explicitement x86, on ne peut pas développer les librairies x86. Par contre, donc, en tant que développeur, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Par contre, vous pouvez vous assurer que bon, les versions ARM tournent quand même assez bien sur vos devices x86. Si vous achetez un K900, vous pourrez quand même jouer à Temple Run 2. Pas de problème. Ça consommera juste un tout petit peu plus de batterie que ça a été utilisé sur un autre device. Donc là, c'est pour ceux qui ont vraiment fait du code C++ qui utilisent le NDK, donc je vais être très bref. Il y a un cas, c'est quand vous utilisez les instructions Néon, les instructions de vectorisation pour ARM. On donne un wrapper qui vous permet d'avoir une solution simple pour porter votre code Néon vers un équivalent SSE3, donc qui est le standard minimal sur les plateformes Intel. Donc vous l'incluez et puis ça marche. En fait, dans 90% des cas, ça fait un mapping 1-1 à un équivalent SSE3. Et donc, vous avez la même performance que si vous aviez écrit du SSE3. Et dans 10% des cas, il y a une petite histoire d'émulation logicielle, mais ça passe quand même les tests, c'est censé marcher. Donc, vous n'avez pas là autant de perfs que vous pourriez en avoir. Et un autre petit problème de niche, donc au niveau de l'alignement mémoire, donc ARM c'est Double Indian et Intel Little Indian. Mais au final, ce n'est pas un problème parce que par défaut, les deux vont se comporter en Little Endian au niveau des compilateurs. Il y a juste quelques petits effets de bord sur quelques cas particuliers, comme là, ce cas-là, au niveau du packing des structures. Les doubles long vont demander un alignement différent quand on compile pour ARM que pour x86. Donc là, il va être aligné sur 4 octets. Le long va demander à être aligné sur 4 octets, ce qui fait que sous x86, ce qui fait que du coup, il n'y a pas d'espace blanc, la mémoire est paquée. Mais il va demander à être aligné sur 8 octets pour la version ARM, et du coup, on se retrouve avec des espaces mémoire inutilisés. Donc c'est juste une histoire de comportement. Pour la perf, c'est souvent mieux d'avoir ce comportement-là d'ailleurs. Mais sur le réseau historique, sous Linux en x86, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça a été pareil pour le compilateur quand c'est pour Android, qui est aussi x86, dans notre cas. Et donc vous pouvez spécifier vous-même que vous voulez ce long aligné sur 8 octets, et du coup vous retrouvez le même pattern. C'est pas du tout un problème quand c'est des structures que vous utilisez en interne dans votre application que vous recompilez tout. Par contre, si vous faites des échanges de données avec des serveurs, ou si de manière générale vous chargez un fichier binaire qui va être chargé le même fichier par deux plateformes, x86 et ARM, là, c'est carrément un problème. Donc, voici une petite solution. Donc, après, on a, sortant de cette partie NDK, Intel aussi, on donne pas mal d'outils pour les devs, de manière générale. Donc, on file même des outils si vous ne créez pas d'application uniquement pour Android x86. Parce qu'on se doute qu'à l'heure actuelle, à moins que vous travailliez avec un OEM, ça ne va pas vraiment être le cas. La target ARM reste quand même la plus importante. Donc le premier outil, c'est Axem, et l'image x86 Android. Donc tout ça, c'est accessible par le Android SDK Manager. Donc par défaut, c'est pas ce que vous avez, mais vous pouvez juste les cocher pour les télécharger. Donc ça va vous permettre d'avoir un émulateur Android utilisable, parce que par défaut il est très lent, vu qu'il doit émuler du code ARM sur votre plateforme de dev qui est x86. Donc là, en utilisant l'image x86, vous pouvez avoir juste une émulation, donc ça va utiliser
les instructions de virtualisation qui sont sur les PC et même sur cette tablette, et même sur les prochaines générations Byte Rail Android aussi. Donc pour pouvoir vraiment émuler de façon rapide Android. Donc un petit piège, si vous le téléchargez par le Android SDK Manager, en fait vous le téléchargez juste, il ne s'installe pas. Après il faut aller dans votre pad d'installation du SDK Android, dans Extra, Intel, et puis vous avez l'installeur. Donc c'est le petit piège. De toute façon c'est très simple, si l'image est super lente, c'est que vous n'êtes pas en train de l'utiliser. Ça le dit de toute façon dans la... Oui, ça le dit, ça met Emulator isn't running in full virt mode. ASM. Oui, AXM. C'est le nom de l'outil. Donc là, on a fait un petit test de faire tourner en tutu dans l'émulateur Android ARM sur x86 et directement avec l'image x86. Donc si vous connaissez un peu les résultats Antutu, on va dire que 17 000, ça équivaut à un vrai device. Et que 2000, c'est pas vraiment équivalent à un vrai device. Mais ça, on peut l'installer, quel que soit l'environnement de dev. Ouais, alors la partie AXM est disponible que pour Windows et Mac OS X, parce que pour Linux, il n'y en a pas besoin. Il y a déjà le module kernel KVM qui fait le même boulot. Donc pas besoin de répliquer le boulot. Et au niveau de la configuration, ça dépend vraiment de votre distribution. Ça peut être plus ou moins embêtant. C'est vrai qu'il y a les gars de Génie Mobile qui ont fait un fork de ce truc-là, qui sont basés sur, justement sur l'émulateur Intel pour sortir leur truc Genymotion. Là, je sais pas si tu avais vu ça. C'est pas vraiment un fork en fait de l'émulateur Intel. Eux, ils recompilent directement une image Android x86. D'accord. Depuis la OSP. Et après, ils utilisent VirtualBox pour l'émulation. Ouais, d'accord, je croyais qu'ils s'étaient basés là-dessus. Non, pas du tout en fait. Donc, ouais, en émulateur x86, il y a aussi Genymotion qui est une très bonne solution. Et, donc il y a un téléphone HTC qui a fait un score de fou sur le Toutou aujourd'hui, qui est sur mon Switch. Il a fait combien? Et je sais pas, j'ai pas noté les... Je sais que c'était la rumeur du jour. Ah oui, j'ai pas vu. Donc ouais, ça c'est vraiment l'outil qui est vraiment accessible à tous les devs Android. Si vous avez besoin d'utiliser le SDK, que ce soit pour tester sur différentes tailles d'écran, différents API level, c'est quand même un outil intéressant, que ce soit par notre outil ou par celui de Genymotion. Dans les deux cas, c'est du x86, donc ça me fait plaisir. Donc il n'y a pas de problème. Après, on a quelques autres librairies qui sont disponibles des développeurs. Donc TBB, alors là, c'est vraiment une librairie pour ceux qui font du C++. Vu que personne n'en fait ici, je ne vais pas trop m'attarder non plus. Mais c'est aussi pour de la programmation parallèle. Pas du tout à la manière de RenderScript qui est orienté données et processing de beaucoup de données. Là, TBB, c'est plutôt orienté tâches, donc vraiment multitâches. Et c'est pas mal utilisé. Par exemple, OpenCV peut utiliser TBB en backend. Dans la dernière version, il l'utilise par défaut. Et donc ça, la lib est dispo sur quasi toutes les plateformes et sous x86 comme pour ARM. Donc OpenCV, c'est disponible aussi sur x86 ainsi que sur ARM. Simplement, nous, on distribue la binaire x86, mais pas la ARM. C'est à vous de la recompiler. On va pas non plus faire des choses si faciles que ça. Mais c'est vraiment qu'une ligne, ça prend 10 minutes. C'est pas à l'oral. Donc pour ceux qui aiment le C++, voilà, c'est comment on utilise TBB. Donc là c'est du C++ 11, donc avec des lambda expressions. Donc là c'est pour intégrer le nombre pi sur un range donné. Bon, ça parle peut-être pas à ceux qui font que du Java, j'avoue. Par contre, à savoir que si vous voulez faire la même chose avec des pfRed, vous en avez pour environ un mois et ça sera encore buggé. Et encore plus si vous voulez atteindre le même niveau de performance. Parce que TBB est vraiment orienté performance. Mais bon, voilà, vous avez tout compris. Vous aurez les slides après si vous êtes intéressé, vous pourrez faire des petits copier-coller et regarder ce que ça donne. Un autre outil sympa, c'est JPA. Ouais, j'ai du temps. On va chercher les pizzas pour 21h, donc on a encore un peu de temps. Là, je ferai une petite démo juste après, je vais passer aux outils suivants. Hop. On a un outil pour ceux qui font du dev HTML5. On a un IDE tout intégré avec aussi une plateforme de build en tout gratuit. Et donc, je vous invite, il s'appelle le Intel XDK. Donc, c'est un IDE qui est écrit lui-même en HTML5
Il utilise l'éditeur de code Brackets d'Adobe, c'est que du connu. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur que vous souhaitez, ça peut s'intégrer avec. Le plus important, c'est que vous avez le serveur de build, vous pouvez envoyer juste votre zip d'application HTML5 avec le bon manifeste, et ça vous renvoie directement l'APK pour Android, mais aussi une version pour iOS, pour Windows Phone 8, pour Windows 8 Store, pour le Kindle Store, j'ai plus de main, pour aussi les web stores, donc comme le Facebook, je ne sais plus comment ils l'appellent, leur store d'applications web Facebook, le Chrome Web Store, Nook aussi. En fait, c'est un truc à la Titanium un peu ou Non, c'est plus à la Cordova. Ok. À la PhoneGap. Ah, PhoneGap, ok, ouais, d'accord. En fait, PhoneGap, c'est côté propriétaire de Cordova avec le serveur de build de Adobe, je crois. Et Cordova, c'est le framework. En gros, tu codes en HTML5, ça te sort une appli qui tient dans une WebView, quoi. C'est ça l'idée. Exactement. Ouais. Ok. Et c'est tout à fait ça. Plus l'accès à certaines API comme accéléromètre, etc. Donc la WebView plus la communication. Et il y a 2-3 autres petits trucs sympas pour aller au-delà de la WebView. C'est aussi possible d'utiliser le Direct Canvas, donc qui rend possible d'avoir un canvas HTML5 2D, mais qui ne va pas passer par la WebView, qui va être directement rendu avec un moteur OpenGL. Donc vous avez juste le canvas et vous pouvez l'adresser en JavaScript. Donc pour pas mal de jeux faits en HTML5.js, au final c'est ce qui est fait. Et là vous avez carrément beaucoup plus de perf que si vous passez encore par une WebView. Et d'ailleurs c'est compatible avec Cordova 2.9. Il y a aussi des API spécifiques XDK pour accéder aux accéléromètres, etc. Et c'est compatible Cordova 2.9. Après on a quelques autres outils que je n'ai pas listés parce que bon, c'est un peu plus de niche. Donc Beacon Mountain, vous en avez peut-être entendu parler comme l'IDE Android Intel. En fait c'est juste un utilitaire qui va vous télécharger et installer la toolchain de base Google, avec le Android ADT, Bundle, et le NDK, plus les outils Intel dont j'ai parlé précédemment. Intel IPv Preview, c'est une librairie donc, qui va être un set de fonctions ultra optimisées pour x86, donc des fonctions qui sont utiles pour faire du transcoding d'images, de l'encryption, quelques analyses de données aussi, comme chercher un minimum, qui sont au final un algo simple, mais qui sont ultra optimisés pour x86, donc binaire. Et un dernier truc, c'est Project Anarchy. Donc, moi, je vais passer une partie de démo. Je vais brancher l'autre PC pour vous montrer aussi GPA. Comme ça, je vais faire d'une pierre deux coups. Il y a personne qui arrive à se connecter plus vite que moi, non? Est-ce que c'est ouvert, hein? Donc le précédent device a mal rendu la connexion. En attendant, personne n'a de questions, personne veut de goodies, c'est super triste quoi. J'avais posé une question moi. Ah ouais. C'était quoi comme question? Elle était bien ou pas? Elle était bien. Ouais.
Bon, si il était bien, tu as le droit de choisir un goodies. Alors, bon, c'est un peu le marché, mais j'ai... Non, c'était... ouais. C'était pas une question, c'était... L'APK se déployait 2 fois, enfin c'était un problème de compatibilité. Les APK sont marqués. L'APK se déployait Non, il y avait les 2 versions, ARM ou Intel x86. Ah, il y a quelques cas d'applications comme ça, mais non, il y a possibilité d'avoir 2 APK pour la même app. Ça, après, c'est juste aux personnes d'utiliser correctement. Je fais un petit peu de setup en avance. Hop là. Donc là c'est Miracast mais depuis Android. Et ouais, ça gère le portrait aussi. Donc je vais lancer une app faite avec Project Anarchy. Donc c'est un sample. Donc Project Anarchy c'est un moteur de jeu. Qui connaît Avoc? Ouais, il y a quand même un petit peu de nom. Donc Project Anarchy c'est une version gratuite pour les devs mobiles. Donc si vous visez Android, iOS ou Tizen. Et donc ça intègre le moteur de physique, d'animation et de rendu 3D de Avoc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Avoc, le moteur de physique c'est celui qui est utilisé dans Assassin's Creed 4, Halo, Uncharted. Et donc on vous le file gratos pour le dev mobile. Et d'ailleurs si ça ne vous suffit pas, il y a aussi un concours et 100 000 $ à gagner si vous voulez participer avant fin mai. Donc, toutes les infos sur internet, il y a un site dédié Project Anarchy. Il est où mon RPG? Voilà, ça c'est un sample de Project Anarchy, parce qu'on me donne avec plein de samples. Personne n'a vu cette frame. Ça doit faire chauffer un peu le CPU et vu que le CPU doit faire des transcoding en même temps. Ça lit pas. Donc la seule contrepartie quand vous utilisez Project Anarchy, c'est de garder le splash screen. Le son explose ou pas? Voilà, donc ça c'est un sample de base. Donc il y a un RPG complet. Voilà. Et celui-là, puis l'optimisé, c'est pas x86 du coup. Ouais, il y a une version x86 et ARM. Il y a les deux. Oui, mais surtout pour les moteurs de jeu, en général, les applis sont lourdes. Du coup, souvent, c'est déplacé par des applis. Là, je peux faire une petite démo de GPA du coup. Donc GPA, c'est un outil qui va marcher par ADB. Je vais lancer GPA sur mon PC. Donc c'est un outil de monitoring dans toute la plateforme en temps réel. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose à lancer en appli parce que vu que je suis pas routé, j'ai besoin que l'appli soit avec le flag debug mis et la permission internet. Donc là, j'ai demandé à ce qu'il lance API démo, donc il l'a lancé. C'est déjà bien. Et ça va être super utile pour ceux qui font du gaming ou qui utilisent directement les API OpenGL. Donc là, je lance un des rendus OpenGL donnés dans API Demos. Donc vous voyez ce charmant donut avec une vieille texture mappée dessus. Et donc je vous montrerai l'interface de GPA après, mais je vais déjà vous montrer ce qu'il est possible de faire. Je peux faire de l'instrumentation au runtime de tous les rendus OpenGL. Donc là je peux tout switcher par exemple en wireframe. Donc ça j'ai rien instrumenté dans l'API Demo. J'ai juste pris la version debug, j'ai mis sur le périphérique, j'ai lancé et voilà. Donc ça peut être utile si vous voulez voir si vous avez des objets qui sont avec un mesh beaucoup trop complexe. Et là du coup vous pouvez le voir vraiment en un seul coup d'œil en switchant toute la scène en mode mesh.
vous pouvez remplacer toutes les textures par une texture beaucoup plus simple, donc une texture 2x2. Donc pareil pour voir si vous avez un bottleneck au niveau de l'usage de texture dans votre app. Pareil pour les shaders, mais là il n'y en a pas. Mais bon, on a un shader qui passe tous les pixels au vert, qui est le shader le plus simple que vous puissiez écrire. Donc vous pouvez aussi désactiver l'alpha blending, mais là vous ne le verrez pas, et aussi désactiver les z-tests. Donc voir tout ce qui a été rendu couple. Voilà, je vais vous montrer du coup ce que ça donne sur mon écran. Je crois que je l'avais pas ajouté de toute façon. Je vais essayer de l'atteindre. Voilà le rendu GPA. Donc, le système analyzer. Donc vous pouvez analyser toutes les métriques qui sont sur la gauche. Alors, je vais juste. Voilà, toutes les métriques qui sont sur la gauche. Donc au niveau du CPU, donc avoir le load provoqué par votre app. Vous pouvez drag and dropper et réorganiser tout ça. Vous pouvez avoir aussi une info sur les I/O en temps réel. Et surtout analyser vraiment tout le pipeline GPU et driver. Donc bon, tout simplement déjà avoir votre nombre de FPS. Et vous pouvez aussi superposer des metrics. Donc aussi analyser le nombre de draw calls, donc pour voir s'il augmente au cours du temps. Donc là, draw calls, on n'en a qu'un, heureusement, et ça va rester comme ça. Et ça va vous permettre de voir si vous avez des leaks au niveau de votre app. Si, par exemple, vous créez des objets et puis vous les supprimez jamais et qui continuent à être rendus en dehors de l'écran. Donc qui vont générer des draw calls pour rien. Pareil au niveau de l'utilisation mémoire. Donc, vous pouvez avoir la mémoire utilisée par votre app et la mémoire dispo. Et vous pouvez aussi analyser la charge et la décharge de votre device. Bon, en sachant que là il est connecté par USB, du coup il se recharge. Donc il y a quelques modèles qui permettent de désactiver la charge par USB quand il est connecté. C'est très rare, j'ai vu ça 2-3 fois. Mais la bonne nouvelle c'est que vous pouvez utiliser ADB par le Wi-Fi aussi. Et donc du coup ça va se décharger. Ça c'est valable que pour les processeurs Intel, on est d'accord. Ouais. Alors là, l'appli là du coup c'est vraiment relié profondément aux plateformes supportées. Parce qu'il y a besoin d'avoir le driver qu'il faut, le GPU qu'il faut. Donc ça marche que sur les devices x86. Mais bon, maintenant on en trouve à 150 $. Ça peut aider. Et d'ailleurs, en parlant de GPU, c'est un sujet que j'ai pas abordé dans la presse avant. Là vous pouvez voir du coup... Ouais, si vous y connaissez à fond en pipeline graphics, vous pouvez reconnaître le pipeline d'un GPU PowerVR. Bon, j'avoue, il faut être bon. Alors, tous nos devices Intel Android à l'heure actuelle, le GPU c'est du PowerVR, donc comme la compétition à peu près. C'est du SGX 544, donc à différentes vitesses selon les modèles. Là, dans les prochaines générations, donc Bay Trail, on passe à du GPU Intel. Donc le GPU Intel, c'est à peu près la même génération que ce qu'on trouve dans le GPU intégré au PC d'il y a 2 ans, donc les Ivy Bridge. Sauf que bon, on l'a un peu rétréci quand même. Au niveau des execution units, on passe de 16 à 4. Et au niveau des performances, c'est quand même aussi un gros saut. Et puis, au moins, on a tout du Intel sur le socle. Le GPU comme CPU.
je vais passer à la deuxième partie de la presse. J'ai trop de trucs. Donc, pour parler de Miracast, puisque du coup, je l'ai utilisé pendant la présentation. Donc, vous pouvez peut-être avoir des questions à propos de ça. Enfin, j'espère. Un suspense de dingue à chaque fois qu'on utilise le wireless display, ça. Super. Donc, hop. Donc, bon, je la fais en accéléré. Hein. Donc, qu'est-ce que Miracast? Bon, déjà, qui connaît dans la salle? Je crois que Julien a posé un petit peu la question. Si vous avez écouté la presse de Julien, en même temps, vous êtes censé connaître, mais au moins avoir entendu parler. Donc, Miracast, comme j'utilise là à l'heure actuelle, c'est une sorte de remplacement pour le câble HDMI. Parce que là, si j'avais un câble HDMI et que je me baladais comme ça sur scène, j'aurais vraiment l'air d'un con. Et donc c'est vraiment pour du screencasting, enfin transmettre le contenu d'un écran vers un adaptateur ou directement un projecteur ou une télé compatible. Donc il y a 3-4 ans, on avait déjà, en tant qu'Intel, il y avait déjà la technologie Intel Wireless Display qui existait, qui existe toujours. Donc on pouvait la trouver plutôt sur les ordinateurs portables. Ce qu'on a fait du coup, alors à l'époque c'était un protocole propriétaire, et ce qu'on a fait c'est travailler avec la Wi-Fi Alliance pour rédiger la spécification Miracast, donc qui régit l'interopérabilité entre les devices qui font du wireless display. Pas de l'Intel Wireless Display nécessairement. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire c'est que Intel Wireless Display c'est notre implémentation de la spécification Miracast. Et donc c'est censé marcher aussi avec les autres équipements Miracast. Par-dessus ça, on garde une certification Intel Wireless Display, puisqu'il y avait déjà des équipements Wireless Display avant, et donc on garde cette certification surtout pour être bien sûr de l'interopérabilité entre les équipements, qui sont tous badgés Intel Wireless Display, et s'assurer de certains standards au niveau de la qualité, sachant que la spécification Miracast ne dit rien au niveau de la qualité. On peut faire un angle Miracast qui va avoir 2 secondes de latence, recevoir une frame sur 2, mais qui sera quand même certifié Miracast. Du coup, pour l'utilisateur final, c'est un peu embêtant. Du coup, on garde quand même la certification Wireless Display. Donc, il a besoin de bras. Le support de Miracast, donc, il est depuis Android 4.2 au niveau des API. Il faut quand même avoir un périphérique compatible. Sachant qu'au niveau du hardware, n'importe quel périphérique qui est déjà capable de faire du Wi-Fi direct peut potentiellement être compatible Miracast. Mais il faut quand même écrire le driver derrière. C'est pas parce que votre périphérique est Wi-Fi direct qu'il va être Miracast. Mais bon, c'est quand même bon que n'importe quel périphérique capable de faire du Wi-Fi direct soit compatible, au moins au niveau de l'OEM. Parce que c'est lui qui va faire l'intégration, etc. Et plus c'est simple, et plus on a de chances que ça prenne du terrain. Et d'ailleurs, ça marche plutôt pas mal, puisque si on regarde tous les derniers devices sortis autour d'Android, on va aller directement là. Je suis allé trop loin. Voilà. Donc si vous regardez le Galaxy S4, ça y est. Le Xperia Z, ça y est sur tous les Z. Le LG Optimus G, c'est aussi présent. Le HTC One, c'est aussi présent. En gros, tous les high-end devices, tous les périphériques haut de gamme, je l'ai fait en français, et sont compatibles avec Miracast. Alors simplement, c'est pas forcément clair pour le consommateur final, parce que si vous regardez dans le Galaxy S4, ils vont pas appeler ça Miracast. D'ailleurs, en fait, quasiment personne n'appelle Miracast. Peut-être le Optimus G va l'appeler Miracast. Dans le Galaxy S4, ils vont appeler ça Screen Mirroring. Même si vous allez le voir, on peut faire plus que ça. Xperia Z, ils appellent ça aussi Screen Mirroring. Dans les autres Samsung comme le Note 3, ils vont appeler ça All Sharecast. Et ils ont aussi un dongle All Sharecast.
Dans le HTC One, c'est Media Output. Donc, chacun a son petit nom. Et tout ça, c'est certifié Miracast. Et donc, c'est censé pouvoir marcher ensemble. Donc, au niveau des adaptateurs Miracast qui existent déjà, Miracast, il y a celui-ci qui est un petit dongle Action Tech. Ça vaut combien, tout comme ça? Ça vaut 50 à 60 euros. D'accord. Si vous prenez du super bas de gamme, vous pouvez en trouver à 35 euros. Bon. C'est vous qui voyez. Donc il y a aussi d'autres dongles. On trouve même des dongles qui marchent alimentés par USB. Donc ils prennent moins de 500 mAh sur 5 volts. Même celui-ci, il prend que 350 mAh. Mais bon, ils ont préféré avoir un vrai adaptateur. Et c'est assez pratique du coup à mettre derrière une télé, puisqu'il y a juste une sortie HDMI et l'alimentation USB. Donc vous avez besoin de rien rajouter en plus sur une prise ou quoi que ce soit. Vous pouvez directement le plugger derrière la télé de manière générale. Parce que les télés récentes ont un port USB, même si c'est juste un USB d'appoint, ça suffit pour donner du 5 volts au device. C'est pas mal. Et après, les fabricants de projecteurs et de télé, ils travaillent aussi. Toutes les télés Samsung connectées de cette année, a priori, intègrent Miracast. Ouais, c'est souvent caché. Question, est-ce qu'il existe des logiciels pour ordinateur, voire pour qu'ils puissent servir de récepteur Miracast? C'est un piège, parce que oui et non. Disons qu'il n'y a aucun logiciel commercial sur le marché qui le fait. Après, la spécification est là et c'est possible d'en faire un en software. Et donc après, oui, ça existe, mais c'est juste pas sur le marché. C'est possible de le faire. C'est vrai que ça aurait pu être sympa pour des applications de screen, comme on l'a vu dans l'API Android. Pourquoi pas. Après, le but de la techno étant plutôt de relier des écrans à des devices, au final, ça n'a pas trop d'intérêt pour le consommateur. Donc ça n'a pas été fait dans un produit final. Surtout que le but du jeu aussi, c'est d'avoir la latence la plus faible. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux passer par des drivers, par des couches basses, plutôt qu'avoir toute une émulation logicielle derrière. Mais c'est pas impossible. Donc, voilà. Si vous voulez voir l'UI, en fait, donc par défaut dans la OSP, ça va être dans les display settings avec un item pour wireless display. Et donc après, vous voyez la liste des adaptateurs qui ont déjà été pairés avec votre périphérique. Et vous pouvez vous y connecter. Sur le Galaxy S4, c'est à peu près pareil. Là, c'est plutôt dans Connections, si vous en avez un. Et dans Xperia Z, c'est aussi dans Display. Donc on a vu ça. Et bon, je vais repasser à une démo. Ouais. Bon, je fais la démo après. Donc il y a plusieurs modes d'utilisation. Quand vous connectez votre équipement en wireless display, donc comme on l'a vu tout à l'heure, directement ça fait mode miroir avec un scaling de votre écran sur le projecteur, pas sur l'adapteur. Donc ça c'est par défaut. Après, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez gérer vous-même la vue qui est sur l'écran connecté, que ce soit par wireless display ou en HDMI. Donc vous pouvez faire par exemple une application PowerPoint en mode étendu. Vous pouvez afficher des médias directement, utiliser la vidéo view. Je vais vous montrer l'API après, c'est super simple. Et sur nos plateformes aussi, on a une petite astuce qui vous permet de... quand vous avez une application que vous avez déjà développée et qui utilise une vidéo view ou le Media Framework de manière générale, la plateforme va directement voir que vous streamez un contenu dans une vidéo view et elle va prendre ce contenu streamé et l'envoyer directement au projecteur dans la résolution native. Donc si vous avez une mini fenêtre dans YouTube par exemple, collée en haut de votre app, et bien, il n'y aura pas de problème puisque la plateforme va directement prendre le contenu et plutôt que de la réencoder pour la vidéo view, elle va la réencoder pour l'adaptateur Miracast. Et vous l'avez du coup en Full HD si le flux est dispo sur votre projecteur. Donc, potentiellement, tout ce qui est bande pub, etc., on peut pas l'avoir. Tout ce qui est? Ah ouais. Bah pas sur la télé, mais vous le gardez sur le device. Tout ce qui est bande pub, oui. Ouais. Ouais, j'avais pas pensé à ce temps.
Et après, bon, du coup, l'intérêt de vraiment pouvoir manipuler le second écran vous-même depuis l'application, c'est que ça permet de faire des trucs qui n'existent pas encore. Que ce soit pour faire de l'affichage de contenu, ça c'est assez classique, mais aller plus loin avec du gaming, bon, pas encore du FPS, hein, on est d'accord, au niveau de la latence, c'est déjà très correct, il ne faut pas rêver non plus. On a mis quelques petites idées d'application. Par exemple, on peut imaginer un browser ou un VNC ou Remote Desktop App qui tournerait donc en résolution native de l'écran connecté, du projecteur ou autre, et de convertir du coup la tablette ou le téléphone en un mode touchpad et de carrément pouvoir bouger le pointeur sur l'écran connecté. Et même quand on arrive à une input ou comme ça, on peut switcher le mode de la tablette ou du smartphone vers un mode clavier et puis avoir toute la surface de votre téléphone pour faire l'input. Donc ça c'est une idée pas mal, c'est juste une idée, mais techniquement il y a juste zéro barrière à ce que ça se réalise. Donc pareil pour vous pouvez avoir une fenêtre de rendu OpenGL déportée, il n'y a aucun problème à ça. Et donc vous pouvez, bon là c'était un exemple du FPS, ok c'est peut-être mal choisi par rapport à la latence, mais bon vous pouvez imaginer des jeux un peu plus casual avec du dual joystick du coup sur le device, ou directement utiliser les sensors de votre tablette. C'est pas mal pour les applis aussi avec sensors parce que vous n'avez pas du tout besoin de regarder votre téléphone, quoi. Vous pouvez vraiment avoir tout l'espace libre. Ouais, l'application sabre laser pourrait être beaucoup plus intéressante dans ce mode-là. Donc après, oui, vous pouvez aller plus loin, relier carrément tout en sans fil avec le Bluetooth en plus. Bon là, vous aurez quand même besoin d'un fil à la fin, c'est le fil de la prise secteur. Parce que quand on utilise toutes ces technos sans fil au même moment, ça commence quand même à consommer. On essaie de réduire un maximum la conso, hein, surtout dans ces modes où au final le refresh de l'image est assez limité. Mais bon, c'est quand même un problème. Et après, au final, n'importe quelle application qui a une zone entrée de données et une zone visualisation peut très bien se splitter sur un mode toute l'entrée de données se fait sur la tablette ou le téléphone et toute la visualisation sur un écran déporté. Donc là, un petit exemple, si vous faites des tournois de sport le week-end, vous pouvez imaginer une app qui va afficher en permanence le leaderboard sur un grand écran et faire en même temps toute votre input de données sur votre tablette ou téléphone sans que personne voit ce qui se passe. Si vous truquez un score, il faudra juste voir le play sur la tablette. Donc, avant la démo, du coup, je vais éviter de déconnecter, reconnecter tout le temps, je vais vous parler de l'API. Donc depuis niveau 17, ce qui marche aussi avec le niveau 19, hein, vous avez l'API présentation. Donc présentation, c'est un petit item de UI qui hérite de Dialog. Donc comme tout Dialog, vous pouvez l'instancier depuis Inactivity, seulement si elle est actuellement l'activity qui est sur l'écran, à moins d'avoir la permission système, etc. Donc, si vous voulez hacker le truc, on va voir une autre fois. Donc il faut être l'activity qui est en plein écran. Et donc vous pouvez l'afficher sur n'importe quel écran connecté. Pour savoir quel est l'ID de l'écran connecté, vous avez deux API dispo. L'API Media Router, qui va être l'API en général namespace, une fois vous avez trouvé tout ce qui est gestion de cet écran. Et donc il y a la notion de route et de presentation display. Donc presentation display, ça va être un écran qui peut recevoir une présentation. Et donc ça va vous retourner qu'un seul écran ou nul s'il n'y a pas de presentation display disponible. Et sinon, vous avez le Display Manager API qui va vous donner directement une énumération d'écran. Au niveau du workflow d'utilisation de l'API, donc vous passez par le service Media Router, vous lui demandez quelle est la route actuellement sélectionnée pour route API vidéo, qui correspond au type Miracast, HDMI, etc., n'importe quelle techno. Du coup, là-dedans, ça vous donne un route info, et sur le route info, vous pouvez demander le presentation display. Si vous en avez un, vous pouvez créer votre présentation, et comme c'est un dialogue, vous ne pas oublier d'appeler show dessus. Et après, la route peut changer au cours du temps, donc vous avez besoin de monitorer ça. Vous pouvez encore une fois passer par le service Media Router, et vous avez un route presentation display changed, un route selected, un route unselected, et ouais. Comment tu gères si c'est une dialogue, le principe du plein écran? Parce que la dialogue, normalement, t'as une vue, enfin t'as une window avec ta...
Non, par défaut, c'est no border. Enfin, en fait, il y a un thème appliqué par défaut à la presentation qui ne va pas être le thème dialogue. Ça va être un thème full screen en fait. Et d'ailleurs, par défaut, ça va être holo dark. Parce que pour les télés, ça fait plus de sens d'avoir le fond noir et texte blanc. Du coup, même sur, par exemple, Asus, c'est holo light, hein, sur tout l'OS. Si vous envoyez une presentation, par défaut, elle va être en holo dark et en full screen, donc en résolution complète. Après, vous pouvez mettre le thème que vous voulez, hein. C'est vraiment une vue. Ce que vous faites dans le code, hein, c'est comme n'importe quoi. Donc, aussi, quand votre activity est plus donc en foreground, faut arrêter de faire du rendering dans votre présentation. Votre présentation ne va pas être killée, hein, c'est comme un dialogue, mais il faut arrêter du coup de processer. Et d'ailleurs, en général, vous faites des changements quand un presentation display est dispo ou pas, vous faites des changements sur l'UI elle-même. Ces changements-là, vous ne pouvez pas le faire pendant votre activity et puis en foreground. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux poser l'écoute du media router et pour refaire une analyse de ce qui s'est passé dans un resume après. Et vous réabonnez, donc écoutez au media router seulement quand vous êtes en foreground. Un dernier petit truc avant la démo. Vous n'avez pas forcément d'un device compatible Miracast ou avec une sortie HDMI ou tout ça pour faire vos tests. Vous pouvez l'être avec quasiment n'importe quel device Android. Dans les settings, développeurs, vous avez un Simulate Secondary Displays. Et donc vous pouvez l'activer, il y a plusieurs modes, donc, et ça va simuler la connexion d'un second écran, voire d'un second et d'un troisième écran. Si vous pouvez cocher n'importe quelle solution. Et ça va vous l'afficher en overlay, donc en surimpression de votre écran de base. Et ça va se comporter exactement comme un écran connecté en WiDi ou en HDMI. Et d'ailleurs, si vous voulez faire une blague à des collègues qui ne sont pas devs, c'est super marrant. Arrêtez la production. Là, je vais juste faire tu as une parlé petite démo. des API standards, justement pour toutes les des spécificités des plateformes Intel, comme par exemple l'écran C1, etc. Il y a des API spécifiques qui sont disponibles pour Non, en fait c'est tout automatique pour la partie où la vidéo view. En fait, c'est pas l'écran qui s'éteint, c'est juste la vidéo view où le rendering est plus fait dedans. Et après, l'utilisateur peut aller dans les options et choisir ou non d'avoir cette désactivation. Ça dépend du device. C'est au sein de la plateforme 86. Ouais. En tant que dev, au final, c'est que des API standards. Et nous, Intel, on fait quand même la promo de cette techno parce que c'est une techno à laquelle on tient et on pense qu'on a de l'avance dans ce domaine et que ça tourne mieux avec nos devices. Tout simplement. Vous avez vu sur la tablette, ça tourne quand même relativement bien. Donc juste vite fait une petite démo d'application qui utilise présentation. Ouais, j'en ai plus une de démo, j'en ai une déjà pas mal sympa. Qui connaît EasyJing. Donc application de DJ. On est sur VGA, j'ai pas le son. Mais bon, je vais quand même envoyer un son. Du coup, ça va pas être la méga démo. Donc eux, ils ont fait un rendu OpenGL complet dans la présentation et j'ai une UI totalement différente sur la tablette. Là, j'ai les turntables avec tout le truc de DJ et ça envoie le son et la vidéo en sans fil. Bon, en photo, ça va rendre super bien. Du coup, c'est parfait. Donc cette appli elle est déjà dispo sur le store avec le mode présentation. L'appli elle-même, elle date un peu d'avant. Tu peux mettre différents plugins pour avoir des rendus différents ou pas? Ah ouais, il y avait les bons souvenirs de Winamp. Exactement. Feu Winamp, s'il te plaît. Feu Winamp. PP à l'âme de Winamp. Faut leur demander. Hein. C'est déjà cool qu'il y ait cette fessure. Ah ouais. Donc là, pour l'instant, c'est bloqué en bleu Intel avec notre logo. Et après, leur appli est vraiment super. Vous pouvez scratcher, vous avez un mode automix. C'est vraiment une bonne appli. Donc après, si vous revenez sur le desktop, ça repasse en mirror, sur le desktop, sur le mode normal. Et là, je peux montrer une utilisation plus simple. Tout ce qui est une démo. Alors, vous voyez mon appli. Donc il y a une... En fait, c'est juste une text view là pour l'instant qui est mise dans la présentation.
Donc, vous gérez vraiment votre présentation comme n'importe quelle activity au niveau du layout. Vous pouvez mettre des fragments dedans, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, c'est une text view waiting for content. Et donc là, je vais pouvoir envoyer un truc un peu classique, comme Debug Bunny, et donc je choisis le contenu que je vais envoyer. Je peux contrôler la position, pas de problème. Et du coup, là, même si j'avais un tout petit device comme la Dell avec du 1280 par 800, je peux toujours streamer le contenu en Full HD. Parce que la petite Dell, donc elle ne supporterait pas si on le disait sur elle-même, on va dire, sur la tablette. Ah si, elle supporte sur elle-même. Et d'ailleurs, si je coupe la connexion, ça re-switch. Ouais, mais là, tu parlais de la petite tablette. Oui, c'est pour la Comment connecter. la petite tablette arrive à streamer quelque chose elle-même n'arriverait pas à supporter. Ah si, elle supporte le HD à décoder simplement. Si tu l'affiches sur la tablette, elle affiche dans la résolution de la tablette. Ah oui, d'accord. C'est qui se passe? C'est pas que C'est juste un test. Effectivement, ça marche. Merci. Désolé. Et qu'est-ce C'est que quoi tu l'appli de, du coup, ta présentation, tu l'as fait avec une appli d'Office qui gère ça? Non, tes slides, tu les as... C'est PowerPoint. D'accord. C'est parce que la tablette Bytrain, là, c'est du Windows. Hein, donc, Ah, donc là, c'est... ouais, donc ça gère aussi le WIDI. Depuis Windows 8.1, c'est intégré dans les menus aussi. Et donc, c'est compatible avec la plupart des derniers notebooks Intel. Ça, vous pouvez le tester aussi, hein, c'est sympa. J'ai peut-être raté le truc, cette fois je suis allé chercher les vidéos, mais est-ce qu'il y a moyen de simuler un écran en étant un device capteur Je veux dire, recevoir un ouais. Miracast. Ouais. On en a parlé du coup de le faire depuis un ordinateur, Ouais. en software. C'est possible de faire un software qui le fait, simplement c'est pas sur le marché. Ouais. Et Ah, c'est ça après, que je disais qu'on est arrivé. Sous Android, je suis pas sûr que tu y arrives. Hein, quand même. S'accrocher. Ouais, faut faire la star. Hop là. C'était vraiment histoire de... Ça n'a pas marché? J'ai arrêté en fait, je pensais te rendre la main, mais... Là, Ça serait un peu de temps. Ouais, tu m'as rendu la main. J'ai 7. Et tout à l'heure, tu parlais des différences par rapport à AirPlay d'Apple. Par rapport à... Ouais. La différence déjà, c'est que c'est ouvert. ouais, non mais... Je sais pas. Hein, c'est un peu capricieux. Mais ouais, la différence avec AirPlay, c'est que c'est ouvert. Donc bon, partant de là... Non mais je sais pas ce que tu parlais sur le vol de connexion ou... Ah oui, au niveau du comportement, j'ai pas trop analysé AirPlay non plus, mais là, si quelqu'un se connecte, l'adaptateur devient complètement invisible au reste du monde. Quoi. Le BSSID est plus mis et ça va plus du tout répondre aux appels. C'est vrai que quand j'ai scanné tout à l'heure que tu étais connecté, je l'avais pas vu. C'est totalement invisible, ça c'est clair. Et après, en autre différence, avec AirPlay, ça marche pas comme l'écran étendu, c'est vraiment du miroir, non? Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr non plus. Ouais. En tout cas, depuis Android, il n'y a pas d'appli de présentation pour AirPlay.